Je vais commencer par passer la parole, s'il vous plaît, au docteur Pierre Foldès, qui est médecin, pour lui poser finalement une question de base, qui est qu'est-ce que c'est concrètement l'excision? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot excision? Oui, je crois que c'est important de préciser les choses parce qu'il y a beaucoup de formes de mutilation sexuelle. Donc je vais essayer très rapidement de vous dresser un tableau. C'est quelque chose qui a commencé il y a 27 siècles à peu près, donc du temps des pharaons. Donc bien avant toutes les religions monothéistes, les religions monothéistes sont arrivées bien après et n'ont rien modifié, pratiquement là, c'était bien antérieur. La définition de l'excision, c'est une mutilation, c'est-à-dire une blessure volontaire créée par l'homme d'une partie du clitoris féminin. Ça, c'est la définition de base. En fait, on verra que pays après pays, province après province, village après village, ces techniques de mutilation sont très différentes. Maintenant, c'est répandu dans à peu près 27 pays d'Afrique, de l'Est à l'Ouest, la partie subsaharienne plutôt au nord, ça ne se pratique pas en Afrique du Sud. C'est pratiqué dans des régions de l'Inde, de l'Indonésie, d'Amérique centrale, et bien sûr dans les milieux immigrés, c'est-à-dire en France, en Europe, aux États-Unis, on retrouve ces formes de mutilation qui ont été importées. Alors, il y a à côté de ça l'infibulation, qui est la blessure des petites lèvres, ou l'arrachage des petites lèvres, plutôt, c'est quelque chose de très barbare, qui aboutit à une fermeture partielle de la vulve. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'excision, alors il y a 3 types selon l'OMS, il faut absolument oublier ça, donc selon les techniques d'excision, on va un petit peu plus loin dans la blessure de la partie émergente du clitoris, et malheureusement, pratiquement dans l'Afrique de l'Ouest où on ne pratique pas l'infibulation, la blessure créée des petites lèvres juste à côté va fermer la vulve et rendre plus complexe la mutilation. Et en plus, un sexe féminin, ça a une vie propre, lors des rapports et surtout lors des accouchements. Et quand il y a une vie sexuelle et une vie obstétricale avec ces blessures vont considérablement s'aggraver. Et donc, ce qu'on voit, nous, médecins, c'est quelque chose de très complexe, de plusieurs mutilations, plus des séquelles, plus des complications, qui aboutit à quelque chose qu'on connaît maintenant et qui est assez épouvantable. Et ce qu'on sait maintenant, ce qu'on taisait, parce que ça va être dit un peu plus tard, l'excision, ce problème-là, c'est un problème de non-dit, c'est-à-dire ces femmes se taisent, comme c'était le viol avant, et on ne savait pas. Maintenant, la médecine a réussi à voir un petit peu plus dans l'intimité ce que c'est qu'une mutilation sexuelle, et on sait maintenant que ça touche toute la vie de la femme, ça peut lui donner des douleurs. On a presque 40% des femmes qui ont des douleurs, donc des manifestations douloureuses permanentes. Elles ont bien sûr des graves complications dans leur vie sexuelle, dans leurs relations, et elles le disent maintenant dans leur identité propre. Donc c'est quelque chose ça n'a pas été choisi par hasard comme cible, qui va toucher la totalité de la personne féminine. Et il va falloir le prendre en charge. Si jamais on décide d'accompagner, de tendre la main à ces femmes-là, il faut d'abord leur donner la parole, et ensuite il va falloir balayer un petit peu tout le champ de la personnalité féminine pour pouvoir s'en occuper. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup, le docteur Foldès. Je rappelle, est l'objet d'un livre, finalement, le sujet d'un livre, Victoire sur l'excision, qui traite de ces questions et de son combat. Je voudrais poser la question maintenant à maître Linda Velcuriel, qui est avocate et qui, depuis 25 ans, se préoccupe de ces questions, notamment en France, et avec laquelle j'ai eu le plaisir d'écrire ce livre Exciseuse l'année dernière, qui justement rappelait un peu les combats qu'elle a menés pendant 25 ans. Alors, où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui? Quelle est la situation en France, juridiquement, socialement? Est-ce qu'on excise des filles en France aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors je voudrais d'abord dire que j'ai 2 chapeaux. Le chapeau association, la Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles, et c'est à ce titre que je participe à la prévention par la diffusion de moyens d'éducation, le film, le disque de Baffing, mais en même temps je suis avocate. Et dès le début des années 80, j'ai été mobilisée par la question de l'excision en France, parce qu'il y avait des enfants qui mouraient des suites de leur excision, qui mouraient totalement vidées de leur sang. Et celles qui ne mouraient pas, eh bien, elles étaient mutilées à vie, jusqu'à ce que le docteur Pierre Foldès trouve le moyen, enfin, imagine la technique de réparation dont il nous dira un mot tout à l'heure.
Alors il est évident que ces actes de violence commise sur des enfants sans défense méritaient une réponse judiciaire. Et le code pénal sanctionne la mutilation, sans jamais mentionner l'excision. Et on n'a nul besoin de faire une loi spéciale punissant l'excision, puisque le code punit la mutilation et que l'excision c'est une mutilation. Au début, je n'ai pas été comprise dans mon combat, parce que on imaginait que c'était porter atteinte à une culture, aux tenants d'une tradition qui, dans le fond, ne voulait que le bien pour leur enfant. Mais imaginez qu'on fasse subir ce que l'on fait subir à ces petites filles, à notre petite voisine toute blonde, aux yeux bleus. Immédiatement, vous seriez scandalisé, choqué devant la souffrance qui aurait été infligée à cet enfant. Eh bien, moi, je suis aussi choquée lorsque cette souffrance, cette mutilation est infligée à une petite fille dont les parents viennent d'ailleurs. Et petit à petit, les tribunaux sont entrés en voie de condamnation, non seulement des pratiquantes, c'est-à-dire les exciseuses, mais à ma satisfaction, et je ne le cache pas, des parents, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce sont les parents qui demandent l'excision de leur enfant et qui payent l'exciseuse pour le faire. Il y a eu des condamnations. L'exciseuse Awa Gréou a été condamnée à 8 années d'emprisonnement en 1999, il y a exactement 10 ans de cela. Et puis elle s'est amendée. C'est une autre histoire que nous racontons dans le livre, puisque alors que j'étais son adversaire la plus acharnée, elle s'est rapprochée de moi et nous avons pu réfléchir ensemble, dialoguer. Et finalement, notre dialogue, Natacha Henry nous a aidé à le mettre en forme. Et je pense qu'elle aurait aimé être là aujourd'hui, je vous le confie, parce qu'elle ne s'exprime que très rarement, mais il se trouve qu'il y a quelques jours, elle est venue me voir, elle m'a expliqué que sur Canal 24, je crois, ou Canal Africa, on avait parlé d'elle en disant l'exciseuse, la vénérable Awa Gréou, qui a été condamnée à de la prison, a dit qu'elle abandonnait le couteau. Et jamais plus elle ne prendra le couteau pour l'excision d'une fille. Et maintenant, elle rejoint le combat contre l'excision. Quand elle a entendu que c'était à la télévision, que c'était un Malien qui le disait, elle m'a dit, maintenant je vais m'exprimer publiquement, je vais oser le faire. Peut-être qu'une autre fois, elle aura la parole. Merci Linda Velcuriel. Vous parliez comme ça de remettre un peu la culture dans laquelle on a été longtemps baigné, etc. Pour certaines dont on a été aussi victime, et c'est pour ça que Kadi Koïta a écrit ce livre Mutilé, qu'elle est militante contre l'excision depuis de nombreuses années, qu'elle fait partie du groupe Femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles, et qu'elle est aussi très présente, pas seulement en France, mais dans un niveau plus européen. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience finalement de prendre conscience de ce que c'est que l'excision et de transformer ça en un combat pour que, évidemment, ça cesse et que les petites filles n'en soient plus victimes? Bonsoir, merci pour cette invitation. Bon. Je suis ici d'abord parce que je suis membre du GAMS, Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles, qui a été créé en France en 1982 et qui est la première association qui fait de la prévention sur le continent européen. Et je pense aussi presque en Afrique. Et depuis 2002, nous avons créé le réseau européen qui regroupe aujourd'hui 35 associations dans toute l'Europe, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Et nous essayons de faire de la prévention, de travailler, de faire du lobbying au niveau des politiques européennes pour qu'elles puissent prendre conscience du problème. Et surtout, pour qu'on puisse mettre ça dans les agendas, qu'on puisse mettre ça dans toutes les protections à l'enfance qui existent dans tous les pays européens. Et surtout, que ces Européens puissent, parce qu'il y a la coopération, le développement, et que dans ces programmes de coopération au développement, qu'il puisse y avoir des clauses dans toutes les conventions qui se signent pour que les financements et toutes les choses qui sont destinées aux femmes en Afrique
aux associations, aille directement aux associations et arrête d'être détourné à des fins privées. Ça, c'est le réseau européen. Moi, je ne peux pas vous dire comment la prise de conscience est arrivée parce que ça fait déjà très longtemps. J'ai commencé à militer contre la violence faite aux femmes en général et en particulier la violence faite aux femmes immigrées ici dans les années 70 jusqu'en 80. Et après 80, comme j'étais interprète à Interservice Migrants, j'ai rencontré Koumba Touré qui m'a amené vers le GAMS et depuis lors, depuis 85, je suis au GAMS et il y a d'ailleurs pas mal de membres du GAMS qui sont là aujourd'hui, les anciennes qui l'ont créé et les nouvelles qui sont là. Et j'avoue que depuis ce jour-là, on a fait un travail extraordinaire, un travail de fourmi. Et vous ne pouvez pas imaginer, ça a été au début un rejet, ça a été des insultes. Et aujourd'hui, c'est des remerciements au niveau de la population africaine elle-même. Et c'est pour ça, quand je vois ce film, quelque part, je suis très déçue. Et d'un autre côté aussi, positive. Parce que tout simplement, je vois que le tabou est levé, qu'on arrive à en parler. Et le problème qui n'est pas compris, je pense qu'il y a une personne qui l'a dit dans ce film, c'est le problème de la religion. Qu'il y a un incompris, une incompréhension, parce que les explications ne sont pas encore comprises par une bonne partie de la population qui continue à penser que c'est la religion. On oublie de leur expliquer que c'est des mutilations qui existent bien avant les religions et que c'est pratiqué par les chrétiens, les musulmans et les animistes. Donc, pas seulement une religion qui le fait. Et c'est pratiqué dans pas mal de pays. Vous allez de 2% au Niger jusqu'à 98% en Somalie, à Djibouti, au Soudan ou en Éthiopie. Moi, j'ai pris conscience parce que quand je luttais, petit à petit, il y a cette petite fille qui a été tuée en France. Il y en a eu 3. Mais c'est la petite Bobo Traoré, vidée de son sang, qui a fait que nous avons pris conscience. Et on s'en souviendra toujours de ce jour de 20h où TF1 lançait les barbares, les sauvages. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose, il fallait faire quelque chose. Donc on s'est levé contre ça, contre nous-mêmes d'abord, parce qu'il fallait nous convaincre nous-mêmes. C'était quand même une partie de nos cultures, de notre éducation et de nos traditions. Et nous nous sommes rendus compte qu'on avait le pouvoir en tant que femmes, parce que c'est en fait, dans pas mal de pays, c'est les femmes elles-mêmes qui transmettent ces souffrances à leurs propres filles. C'est les femmes qui perpétuent ça. Et aujourd'hui, en tout cas pour moi, il est plus facile de discuter avec des hommes, de les convaincre qu'une partie des femmes. Et je pense que partout dans le monde, les femmes ont été leurs propres bourreaux et leurs propres souffres-douleurs. Je m'arrête.